Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo consacrée aux nouveautés côté Azure sur la partie Compute et sur la partie VDI. Je suis Stanislas, je suis accompagné de Pierre et on va voir ensemble pendant les prochaines dizaines de minutes les nouveautés qu'il y a pu y avoir du côté de la plateforme sur ces sujets-là pour les mois d'octobre, de septembre et d'août 2021. Vas-y Pierre, je te laisse la main. Alors, avant de commencer sur les nouveautés au sujet du VDI, euh, je vous ai mis une slide ici pour vous montrer les solutions, faire un point sur nos solutions de bureau à distance. Comme vous le savez, donc au mois d'août, nous proposons un nouveau service donc, qui se nomme Microsoft 365, donc Desktop as a Service, qui est une solution SaaS qui va vous permettre effectivement simplement de déployer des postes de travail au travers de la console Windows Intune. Ok, dans ce slide, je me suis permis de rajouter quelques textes puisque c'est comme ça que l'on présente effectivement ces services. Sur la partie Windows 365, vous avez deux versions, une version business, une version entreprise. Donc par contre, sur la version entreprise, vous avez quand même besoin un petit peu d'infrastructure derrière. Par exemple, dans la version entreprise, on a toujours besoin d'un contrôleur de domaine pour venir s'authentifier. Et puis, ces machines Windows 365, elles ont besoin d'être joints dans un domaine Active Directory. Voilà. Ensuite, dans le slide précédent, je vous ai dit qu'on paye par mois, par utilisateur. Il faudra quand même rajouter des coûts de réseau, notamment tout ce qui est évidemment flux sortant. Et puis, peut-être que vous avez vu aussi cette nouvelle méthode d'expliquer le remote app, un streaming d'applications à distance, hein. Alors, le marketing est formidable, hein, on parle bien ici de remote app, sinon il n'y a rien à rajouter de plus. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois d'août? Donc, évidemment, notre version Azure Virtual Desktop évolue. On va supporter maintenant Windows Defender Application Control, d'accord, qui est un outil qui vous permet effectivement de gérer les applications, les accès aux applications. Donc là, vous pouvez utiliser cet outil-là. Et puis, on supporte également la partie Azure Disk Encryption Support. Donc là, c'est le fait de pouvoir avoir le droit, la possibilité de chiffrer les disques des hosts dans Azure Virtual Desktop. Et bien évidemment, ça s'appuie sur BitLocker. En JA, on a possibilité maintenant de désactiver la fonction screen capture, c'est le fait d'interdire aux gens de faire des copies d'écran. Ensuite, on propose maintenant des images incluant Teams, donc Microsoft Teams. Donc, on supporte Microsoft Teams dans les postes à partir de Windows 10. Et puis ensuite, on propose maintenant, alors là, on est en private preview, d'accord, le fait de pouvoir d'avoir les session hosts joints en domaine en Azure Active Directory domain join. Je vais y arriver. Et puis également une fonctionnalité intéressante, le Start VM on Connect. Donc vous avez bien compris ici, c'est le fait d'avoir les VM éteintes. Pas plus besoin d'envoyer des scripts pour allumer les machines le matin. Les utilisateurs vont venir se connecter, vont récupérer leur workspace, vont cliquer sur leurs ressources, que ce soit encore une fois des ressources de bureau ou des ressources remote app. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la fabrique va démarrer la machine. Donc ça, c'est intéressant. Quelques limitations sur l'Azure Active Directory Domain Join pour les session hosts. Donc, pour l'instant, pour la faire très simple, pour l'instant, on est uniquement limité à du pool personnel. Donc, c'est une machine, un user. D'accord? Donc, on ne supportera pas la partie FSLogix et encore moins la partie MSX AppAttach. Pour pouvoir joindre ce poste qui a été paramétré en mode Azure Active Directory Domain Join, il nous faut uniquement le client Azure Virtual Desktop ou un navigateur. Alors, par contre, pour le navigateur, on verra tout à l'heure dans la démo, il faut aller dans le paramétrage du host pool et venir taguer quelque chose à un endroit pour pouvoir
se connecter à cette machine au travers d'un navigateur. Voilà. Et bien évidemment, on ne supporte pas le single sign-on sur ça. Donc encore une fois, hein, cette fonctionnalité est en private preview et bien évidemment, elle est amenée à à évoluer dans le temps, mais pour l'instant, c'est fortement limité. Pareil, si vous voulez vous connecter avec le client Azure Virtual Desktop, il faut que le PC soit sur le même Azure AD tenante pour pouvoir y accéder. Donc, encore une fois, c'est très, très limité. Alors, on va passer à la démonstration. On est sur des copies d'écran. Je suis dans le portail Azure et là, ici, j'ai un ressource group, donc un ressource group dans lequel j'ai simplement un VNet et puis un Log Analytics Workspace, puisque vous savez maintenant, on propose des workbooks pour pouvoir monitorer les environnements Azure Virtual Desktop. Et évidemment, tous ces logs sont stockés dans un Log Analytics Workspace. Et puis le VNet qui va recevoir mes hosts de mes host pools. Dans cette démonstration ici, il n'y a pas de contrôleur de domaine. D'accord. Donc là, je vous montre comment on peut déployer quelque chose, un environnement avec des hosts qui sont en Azure AD Join. On continue. Donc là, bien évidemment, vous allez chercher vos ressources Azure Virtual Desktop et puis on est parti pour la création du host pool. Alors, toujours pareil, ici, on va donc renseigner le ressource group, on va donner le nom du host pool name. Donc là, ici, c'est hostpool-fiona. La localisation, donc là, on parle bien de région Azure. Donc là, on parle uniquement des métadatas du host pool. Donc deux possibilités pour l'Europe, soit Ouest Europe ou soit North Europe. Donc toujours pas la France. Et puis, très important ici, hein, c'est une démonstration sur de l'Azure AD Join. Donc là, effectivement, c'est uniquement des pools personnels pour le moment. On continue. Ensuite, on va bien évidemment rajouter une machine dans ce host pool. Et puis là, ici, j'ai des renseignements à rentrer. Donc, dans quelle ressource groupe je vais mettre ce host. Donc là, on pourrait mettre France Centrale, hein, puisque là, c'est bien mes ressources, de mes hosts. Ensuite, on va pouvoir choisir son type d'image. Donc, chez Microsoft, dans Azure, on vous propose plusieurs images dans la galerie, prêtes à l'emploi, allant du Windows 10, du Windows Server, du Windows 11, du multisession, du monosession, etc., avec de l'Office 365 exactement. Voilà. Ensuite, on va choisir son gabarit de VM. Encore une fois, ici, vous avez le libre choix. Vous pouvez utiliser des VM un peu plus performantes, avec du GPU, par exemple, etc. Ensuite, on est sur du pool personnel, donc c'est une VM dans un host pool. Ensuite, on va choisir son type de disque plus haut. Donc les disques standard SSD ou premium SSD. Donc là, on est sur une machine, on va dire, simple. On n'est pas obligé de prendre du premium, du standard SSD suffira. Par contre, encore une fois, un petit rappel, quand vous êtes sur des pools partagés, donc bien évidemment, vous prenez des disques premium SSD. Ensuite, ici, on va récupérer le réseau. Donc, le réseau ici, je vais faire arriver ce host dans le VNet, hein, le VNet que je vous ai montré tout à l'heure, avec toute la partie subnet que vous connaissez. Ensuite, très important, c'est là où on va venir préciser comment je souhaite intégrer ce host dans mon host pool. Donc, soit je l'intègre via de l'Active Directory, donc ça c'est ce qu'on connaît depuis 2-3 ans. Et puis là, maintenant, je vais bénéficier de la fonctionnalité Azure Active Directory Domain Join. Donc là, je vais choisir Azure Active Directory. Petite question, Voilà. Pierre, ça nécessite des privilèges particuliers au niveau de l'Azure Active Directory? Alors oui, il y a des rôles, il y a des rôles à installer après il y a des rôles à installer sur les ressources Azure pour pouvoir le faire. D'accord. Donc là ici, je reviendrai tout à l'heure, Stanislas, dans ma démo, je vais vous montrer comment on fait. Alors là ici, bien évidemment, on parle bien d'Azure Active Directory, donc on parle bien du tenant que vous voyez ici en haut à droite. Donc là, cette machine-là sera bien rentrée dans mon tenant AD ma PME.
D'accord? Vous avez possibilité aussi de pouvoir enrôler ces hosts dans Intune. D'accord? Vous pouvez le faire à partir de là. Ou sinon, après, vous pouvez revenir là-dessus et puis l'installer avec les méthodes que vous connaissez. Ensuite, on va vous proposer un compte ici, un compte d'administrateur local, donc un compte, un mot de passe, rien d'extraordinaire. Et puis ici, plus bas, on a la partie, si je souhaite par exemple déployer quelque chose dans mon host, ben, je peux le faire avec un template ARM, mais alors là, attention, c'est pas un template ARM de ressources, mais plutôt d'une installation d'un custom script ou d'un PowerShell DSC. Donc, vous allez prendre le template ARM et le template ARM d'extension. Et puis, c'est là où vous allez définir quelle extension. Soit vous êtes sur du custom script, soit vous êtes sur du PowerShell DSC. Et ensuite, le script qui va venir installer, provisionner des applications peut-être dans ce host. Vous avez possibilité de le faire là maintenant dans la config, sinon vous pouvez le faire de manière traditionnelle comme on fait. Ou utiliser d'autres outils, bien évidemment, pour pouvoir le faire. Ensuite, ce host, il sera donc les ressources de ce host seront disponibles dans un workspace. Donc, soit vous avez déjà un workspace quelque part, ou soit vous créez le workspace. Donc là, ici, je vais créer le workspace Fiona. Parfait. Ensuite, possibilité, bien évidemment, de taguer tout ça. Voilà. Donc là, j'ai un petit récap de ce que j'ai paramétré. Bien évidemment, possibilité de revenir dessus comme d'habitude. Rien d'extraordinaire. Voilà. Donc là, l'installation va se lancer, le déploiement des ressources vont arriver. Donc les ressources, donc là, vous avez une vue des ressources qui sont en train de se créer. Et ensuite, la ressource la plus longue à déployer, c'est la partie VM création. Si vous cliquez dans la ressource VM création ici, vous voyez ici, vous allez avoir le host, la carte réseau, les NG, etc., etc. Voilà. Ensuite, on continue toujours l'installation. Et là, ce qui va se passer, vous allez avoir deux extensions. Donc, la première extension en, excusez-moi, en PowerShell, celle qui va vous permettre, alors en PowerShell, oui, en PowerShell, tout à fait, PowerShell DSC, et celle qui va vous permettre d'installer les agents Azure Virtual Desktop. Donc, ça n'a pas changé. D'accord? Et puis ensuite, une deuxième extension qui est l'extension, alors Azure AD Logging for Windows. Donc cette extension, au travers de cette extension que votre machine rentrera comme device dans votre Azure AD, puisque on est en Azure AD Domain Join. D'accord? Si vous aviez été en Active Directory, ça aurait été c'est Domain Join, il me semble, de tête. Voilà. Ensuite, au bout d'un certain temps, les ressources ont été déployées. Et puis là, maintenant, je vais me retrouver dans mon ressource group avec ces fameuses ressources. Donc, la ressource, la machine virtuelle, la carte réseau, le disque, le host pool, l'application group, donc attaché au host pool, et ensuite la présentation avec le workspace. Voilà. Donc, on a toutes ces ressources ici. Ensuite, si je vais faire un petit tour toujours dans ma console, dans ma console Azure Active Directory, ici je vais aller dans Device et puis je vais voir que mon host est bien rentré en tant que device dans l'Azure Active Directory. Chose. Ensuite, évidemment, vous allez retrouver dans l'Azure AD, vous avez vos groupes, vos utilisateurs. Donc ici, j'ai une copie de mes utilisateurs. Et donc là, pour répondre à ta question, Stan, c'est là où je vais venir au niveau de ma ressource Azure. Donc là, on parle bien d'une ressource Azure, une machine virtuelle, donner les droits à Fiona de pouvoir l'utiliser. Donc là, je vais aller dans cette ressource. Ensuite, je vais aller dans la partie Access Control de cette ressource et je vais assigner un rôle. D'accord? Ensuite, je vais rajouter un rôle, add. Et puis ici, je vais chercher le rôle Virtual Machine User Logging. C'est ce qui va me permettre que l'utilisateur Fiona puisse utiliser cette ressource dans Azure. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ça tombe bien, c'était exactement pas du tout ce que la question que je t'avais posée. Ma question était le fait qu'on va lier en fait des host pools à l'Azure Active Directory. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un rôle particulier pour faire cette opération? Là, toi, tu as fait l'opération en étant admin du tenant et de ton abonnement Azure, mais est-ce qu'il y a un rôle particulier qui donne le droit de joindre entre guillemets les machines à l'Azure AD?
D'accord. Non, 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 je ne pense pas, non. Non, non. Donc là, ici, donc je sauvegarde ici, et puis là, vous allez avoir effectivement le rôle arrivé par rapport à l'utilisateur. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de comment je vais accéder à cette machine. Donc là, on est en Azure AD Join. Pour l'instant, je peux y accéder uniquement au travers du client Azure Azure Virtual Desktop. Je vais y arriver, puisqu'on change tout souvent de nom, donc c'est bien le client Azure Virtual Desktop, à condition que le PC sur lequel je veux joindre cette machine soit dans le même tenant Azure AD. Donc là, c'est pas le cas, puisque dans ma démonstration, je vais y accéder par un navigateur. Donc là, ici, je vais aller dans mon host pool et je vais aller dans les propriétés RDP de mon host pool. D'accord? Et puis ensuite, je vais rajouter ce paramètre, donc target is AD join 2.i 2.1. C'est ce qui va me permettre de pouvoir accéder avec un navigateur. Encore une fois, j'ai rien inventé là-dessus. C'est des choses qui sont, euh, qui sont Documenté. renseignées dans le documenté, qui sont renseignées dans la documentation. Parfait. Ensuite, j'ai mon workspace. Donc là, puis après, on va récupérer les mêmes habitudes pour pouvoir donner les droits maintenant pour utiliser le control plan, pour pouvoir utiliser les ressources, etc. Donc là, ici, je vais aller dans la partie assignement de mon application group et puis je vais aller chercher mes groupes et mes utilisateurs pour leur donner les droits. OK. Voilà. Donc ça, c'est rien d'extraordinaire. Ensuite, je prends mon navigateur préféré, je vais venir, toujours pareil, ça n'a pas changé, je vais venir m'authentifier via l'Azure Active Directory, compte, mot de passe. Alors, quelle URL tu vas utiliser pour se connecter là-dessus, hein? Alors là, l'URL qui est tout en haut, qui s'appelle rdweb.windowswvd.microsoft.com. Donc c'est une URL publique. Ça me Mhm. permet de rebondir, effectivement, souvent on a les questions. Comment j'accède à Azure Virtual Desktop? On y accède uniquement par une URL publique. Voilà, donc je ne peux pas aller consommer de la ressource Azure Virtual Desktop par un lien ExpressRoute ou par du VPN ou une gateway VPN quelconque. C'est toujours par une URL publique, un peu comme les services Office 365. Voilà. Là encore, peut-être que ça changera dans le futur, mais pour l'instant, en tout cas, on est comme ça aujourd'hui. Pour l'instant, je vois où tu veux en venir, Stan. Je vois où tu veux en venir. Ensuite, une fois que je suis authentifié, j'arrive sur mon workspace, d'accord? Encore une fois, un utilisateur peut avoir accès à plusieurs workspaces. Donc là, ici, on est sur un workspace avec un bureau proposé. Je vais cliquer dans le bureau. Ici, on a toujours ce paramétrage possible, le copier-coller, le transfert du fichier à l'ancienne au travers du navigateur, et puis possibilité, effectivement, de pouvoir imprimer. Une fois j'ai rentré la partie de la deuxième authentification login mot de passe, ensuite je vais venir pouvoir me connecter sur ce poste. A priori, ça fonctionne bien, c'est normal, c'est de la copie d'écran. Juste pour une petite vérification, rien ne vous empêche après d'aller vérifier comment est paramétré ce poste. Vous ouvrez une commande prompt par exemple, et puis vous allez taper la commande ds reg cmd espace slash statut, et vous voyez bien que cette machine est paramétrée sur la partie Azure AD Join. Optimisation, évidemment, pour l'optimisation, vous pouvez toujours utiliser la partie auto-shutdown des hosts. Donc ça ne change pas. Ce sont des ressources Azure de type compute. Donc vous avez la partie auto-shutdown. Et puis ici, donc là, c'est là où vous allez spécifier, donc vous le validez, l'heure, etc. Donc rien d'extraordinaire. Ça fait depuis pas mal de temps que ça existe. Par contre, quelque chose d'intéressant, c'est le Start VM on Connect, donc qui est GA maintenant, et qui vous permet effectivement de pouvoir que vos machines soient éteintes, et puis quand l'utilisateur va venir se connecter, la fabrique démarre cette VM. D'accord? Donc ça, c'est encore plus vrai quand c'est des machines personnelles, je suppose, parce que pour le coup, c'est lié à l'utilisateur. Non, 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 ça peut être aussi sur des hosts. Par exemple, si tu fais des hosts pool avec un algorithme de load balancer Breadth First, par exemple, tu es dans du scale, de la mise à l'échelle verticale. Donc, tu peux charger un premier host jusqu'à 25 users.
et puis le 26e qui s'y connecte, bah, on démarrera la deuxième machine, par exemple. D'accord. D'accord? Voilà. Parfait. Et puis voilà. Donc ça, c'était la partie nouveauté de Azure Virtual Desktop. On va partir maintenant sur un autre sujet, donc la partie Azure VM Image Builder Service, donc qui est un service qui est maintenant JA dans Azure, qui est un service qui va vous permettre de générer vos propres images dans Azure. Donc là, l'idée ici, c'est qu'on va partir depuis une image proposée dans la galerie du Marketplace d'Azure, et ensuite, on va venir installer ces applications à l'intérieur, et puis la proposer pour un redéploiement. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de créer vos images, vos applications à l'intérieur, des correctifs, de l'update. Vous pouvez aussi coupler ça à des services tiers comme du PowerShell DSC, de l'Ansible, du Puppet, du Chef, etc. Puis aussi, bien évidemment, vous pouvez l'intégrer dans des pipelines, que ce soit des pipelines dans Azure DevOps ou dans GitHub Action. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens utilisent l'outil Packer de HashiCorp, d'accord. Le service Azure VM Image Builder Service s'appuie sur la technologie Packer, d'accord. Quand vous allez builder une image, derrière, c'est le mécanisme de Packer qui est utilisé pour builder ces images. Donc la prise en charge des systèmes d'exploitation, donc on va trouver les environnements Linux, je vous laisse lire, et puis les environnements Windows. Alors pour l'instant, un petit bémol sur ce service-là, on ne fait que de la génération 1 d'images. D'accord? On ne gère pas encore de génération 2 de VM pour ce service-là. Et puis ici, je vous ai mis effectivement les régions qui sont disponibles pour ce service. Je rappelle que sur les générations de VM, les VM de deuxième génération sont basés non plus sur un BIOS, mais sur un UEFI. Oui. On peut avoir du Secure Boot à l'intérieur, des choses comme ça. OK. OK, donc l'idée ici, c'est le workflow, voilà à quoi il ressemble. On va partir toujours depuis une source. La source, comme je vous l'ai dit ici, on part bien d'une image disponible dans le marketplace d'Azure. Ensuite, cette source, on va venir donc la customiser. Donc c'est là où on va appliquer nos artefacts, d'accord. Ensuite, une fois qu'on a déclaré ces artefacts, ces applications, etc., ensuite on va builder cette image. Et cette image sera déposée dans un service qui s'appelle Azure Share Image Gallery. Donc ça, c'est obligatoire. Et puis ensuite, ce service-là, vous le connaissez déjà, hein, puisqu'il existe depuis pas mal de temps. Ce qui est intéressant dans ce service, effectivement, c'est toute cette gestion d'images et de définition d'images. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est le fait de pouvoir répliquer ces images entre des régions. Pierre, le nom de la chaîne galerie n'a pas changé récemment? Oui, alors tu me poses une colle parce que je ne m'en souviens plus déjà. Je crois que c'est Azure Compute Gallery. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est très, très récent. Mais les services n'ont pas changé. C'est la même manière de faire. Ensuite, pour mettre en œuvre un petit peu tout ça, alors c'est un petit peu fastidieux pour les gens qui font un petit peu de Packer, ça pourrait vous sembler un poil plus compliqué à mettre en œuvre. Mais bon, voilà. Donc tout commence par une manage identité. Il faut absolument avoir une manage identité. Donc vous allez créer une manage identité. Ensuite, cette manage identité, vous allez lui appliquer un custom role. Donc là, il faut aller chercher un custom role qui est disponible. Et ensuite, vous allez donc paramétrer ce custom role. Et ensuite, vous allez l'assigner à cette manage identité. Et ensuite, cette manage identité, on va lui donner les bons droits dans le resource group. Dans le resource group où sera mis tous ces services pour builder cette image. D'accord? Donc, on va retrouver des services tels que l'image Share Gallery, une définition d'image, une image, etc., etc.
D'accord? Pour faire le Euh, pendant avec ceux qui font du oui, Packer, oui, quand on fait du Packer, finalement, on fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a besoin, bon, généralement, on vient avec un service principal, mais la Managed Identity n'est qu'un service principal dont la rotation des clés est faite par nous, hein. Et puis, en général, on attribue à ce service principal des droits, des privilèges suffisants pour pouvoir créer un ressource group, créer dans ce ressource group une machine virtuelle qui servira à builder l'image. mm, Et puis ensuite, une fois que la machine virtuelle a terminé de builder l'image, elle est arrêtée. Il y a un disque, une image qui est générée à partir du disque de la VM, et ensuite la VM est supprimée. Basiquement, le fait ici d'avoir une managed identity avec un custom role, c'est juste pour donner effectivement exactement la même chose, de donner en fait à une identité des privilèges pour créer des opérations le temps de l'étape de build, et post-étape de build de pouvoir générer en gros le fichier d'image pour le mettre après dans un endroit qui est effectivement l'Azure Compute Gallery. Donc c'est pas très différent, mais effectivement en général dans Packer on prépare tout un peu à l'avance, et puis après on n'a plus qu'à lancer son petit Packer avec ses fichiers JSON. Ici, effectivement, on peut avoir l'impression que c'est un peu long à mettre en place, mais une fois qu'on a fait le début, c'est comme dans Packer. On le refait pas à chaque fois, on ne recrée pas à chaque fois une c'est le managed même principe. identity. Ouais. Ouais. Puis en général, on le met dans un pipeline, comme ça, c'est encore mieux. Euh, juste pour faire le pendant de Packer, donc pour finir ce que expliquait Stan, là vous allez avoir deux ressources groupes. Un ressource groupe, vos ressources, donc la galerie, les ressources images, version d'image, etc. Et puis un autre ressource groupe qui sera créé au niveau du build de l'image. Donc là, comme dans Packer, donc là, il va vous déployer un compte de stockage, un réseau, une VM, un key vault, etc. Et ce qui est intéressant, alors Stan, puisque tu connais Packer, là, il va y avoir un compte de stockage, et dans ce compte de stockage, vous avez les logs de tout ce qui se passe. D'accord? Donc vous avez un conteneur log, un conteneur Packer, et puis c'est dans ce conteneur, vous allez voir le fichier de log, l'évolution du build de cette image, voir si ça se passe bien ou si ça se passe bien. Donc c'est important d'aller voir ces logs. Et puis à la fin, effectivement, comme dans Packer, il va effectivement vous retirer toutes ces ressources, c'est-à-dire le key vault, le réseau, la VM, etc. Mais par contre, vous gardez toujours le compte de stockage avec les logs à l'intérieur. Alors que dans Packer, c'est à toi de gérer tes logs, parce que c'est une des options de l'outil de générer les logs derrière, tout simplement. Voilà. Ok, ok. Parfait. Et puis, pour avoir fait un petit peu de Packer chez Adis, tu me confirmes, Stan, quand vous allez déclarer vos ressources, la customisation des ressources de ce que vous voulez à l'intérieur, vous n'avez pas besoin d'engager une commande sysprep non plus, puisque c'est fait par le service directement. Je ne sais pas si il me semblait que dans Non, Packer, on est obligé de taper dans- sysprep. dans Non? Packer, effectivement, on va lancer la commande. C'est un Ouais. provisionneur qui sera exécuté tout à la fin. Là encore, c'est assez bien documenté. Il y a 4 lignes de code. C'est pas très Non, 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 différent. Voilà. non. Ouais, ouais. Ok, grosso modo, d'une manière un peu plus simple, effectivement, donc là c'est le fameux custom role, hein, donc vous allez créer donc votre ressource group. Ensuite, vous allez créer donc votre ressource group, vous allez créer votre manage identité, et ensuite vous allez chercher ce custom role générique ici, d'accord, qui s'appelle AIB role image creation.json, et c'est là où vous allez renseigner effectivement l'ID de votre souscription, l'ID de votre abonnement, le ressource group, et puis pourquoi pas un petit peu de texte supplémentaire après en haut à droite. D'accord? Voilà. Ensuite, ici, vous allez vous retrouver donc avec votre ressource group, votre manage identité, et ensuite vous avez les rôles, le custom role qui a été assigné, d'accord, à cette manage identité. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez aller créer une image, le service Share Image Gallery, d'accord? Et puis ensuite, vous allez définir une définition d'image, d'accord? Donc pareil, c'est des choses que vous connaissez, le vocabulaire OS Type, Publisher, Offer, SKU, c'est à vous de rentrer ce que vous souhaitez de mettre dedans. Ça, typiquement, c'est exactement les paramètres qu'on utilise quand on crée des machines virtuelles et qu'on va Mm, chercher des images en marketplace. On utilise toujours ouais. effectivement ces trucs-là. Voilà, donc tout ça, c'est documenté. Ensuite, une fois qu'on a créé cette image donc une définition d'image, ensuite, on va lui coller une version. D'accord? Puisque vous pouvez avoir plusieurs versions au sein d'une définition d'image. D'accord? Donc, voilà, c'est comme ça. Ensuite, cette version d'image, c'est ce que vous allez builder.
D'accord? C'est ce qui va vous permettre de générer votre image template que l'on voit ici. 3 possibilités de le faire. Soit vous passez par un template ARM, qui me semble plus simple. Très honnêtement, pour avoir testé le PowerShell et la partie ARM, vaut mieux passer sur de l'ARM. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Soit ensuite, vous pouvez passer sur du PowerShell et de la Z-Clip. OK? Et ensuite, une fois que cette image est buildée, ça génère une image template, d'accord, qui est posée dans votre galerie et prête à l'emploi, réutilisable quand vous allez déployer un host pool, par exemple, si on est dans le cadre de l'Azure Virtual Desktop. Alors, bah tiens, le voilà, le template. Donc, on va travailler. Donc, encore une fois, ce template est disponible hein, dans la documentation. Ensuite, vous allez bien évidemment travailler ce fichier-là. Ce fichier, donc, on s'appuie sur cette ressource image template. Donc là, on est dans du template ARM, rien d'extraordinaire. C'est là où on va aller chercher une version d'API, la location, et puis ensuite, c'est là où on va venir donner la manage d'identité que l'on a créée, etc., etc. Important ici, la taille de la VM qui va builder cette image. Donc, de base, je crois, il propose une VM qui est, à mon avis, trop juste. Puisque là, par exemple, si vous commencez à builder des images, donc toujours dans le cas d'Azure Virtual Desktop, par exemple, vous voulez installer Teams dedans, vous voulez installer des applications, etc. Donc, pensez bien à prendre une image, enfin, un gabarit de VM assez performante pour pouvoir builder cette image. Ensuite, vous avez la partie timeout au-dessus qui est de 120. Donc, ça veut dire que pour ce service-là, vous avez donc 120 minutes de disponible pour builder cette image. Donc, si c'est des grosses applications, vous avez besoin de plus de 120, vous pouvez le paramétrer ici. OK? C'est la même, là, il n'y a pas de différence avec Packer où on définit effectivement la taille de la VM qui va construire l'image. Mm. La VM qui va construire l'image, c'est quoi? Bah, elle va partir d'une image de base et ensuite on va aller rajouter, tuner des choses à l'intérieur. Et bah, donc plus on a une machine puissante, plus effectivement la construction de l'image ira vite hein, Mm. et ça se passera bien parce que si on prend des machines sous-dimensionnées, bah, on risque effectivement d'avoir des mauvais trucs. Donc vous mieux taper une VM qui est un peu plus puissante. Elle sera provisionnée lors du démarrage, de la création de l'image et déprovisionnée après. Donc faites pas trop d'économies là-dessus. Prenez plutôt des machines qui sont assez Ouais. puissantes pour builder assez vite. Sinon Ouais. ça va être un peu pénible. Sinon, vous risquez d'avoir des surprises. Et puis, d'où le but d'aller voir les logs aussi. Vous pouvez voir les logs en parallèle hein, pour savoir où en est vos applications, où vous en êtes au niveau de vos applications, l'installation des applications pendant le build. Je vais y arriver. Ensuite, chose importante, comme je vous l'ai dit ici, ce service, on s'appuie toujours sur la galerie du Marketplace Azure. Donc là, ici, j'ai pris l'exemple, je suis parti d'une image de Windows 10 avec du multi-user, multi-session. OK? Voilà, donc encore une fois, vous avez les commandes PowerShell et les commandes AZ-CLI pour pouvoir lister toutes ces images par région, etc., etc. Et là, on arrive sur la partie intéressante. Donc là, cette partie intéressante, donc c'est la partie customize du template ARM et c'est là, effectivement, où vous allez venir définir qu'est-ce que vous voulez installer sur ces machines-là, sur ces hosts, d'accord? Excusez-moi, je suis toujours sur Azure Virtual Desktop. Donc là, ici, c'est là où je vais venir chercher ce que je souhaite installer. Donc là, ici, vous voyez, je vais aller chercher des scripts PowerShell qui seraient dans un repo, d'accord, que je gère moi sur un compte de stockage, par exemple. Donc, c'est la partie PowerShell installation d'FSLogix. Ensuite, ici, vous avez un exemple comment paramétrer FSLogix, c'est-à-dire c'est simplement une entrée de clé de registre dans la base des registres du host. Donc là, je vais venir valider les profils itinérants avec FSLogix. Ensuite, toujours pareil, en PowerShell, je vais venir dans la base de registre, venir lui indiquer où sont stockés, sur quel partage SMB, d'accord? Donc nom du partage et nom du serveur, d'accord? Et puis ensuite ici un script qui est disponible aussi. Vous avez le chemin ici pour pouvoir optimiser vos images pour Windows Virtual Desktop. Et puis on restart aussi, ligne 82. Et puis ici une installation de Teams, d'accord?
on peut redémarrer la machine, et puis un petit coup de Windows Update pour ma Golden Image. Voilà. OK? C'est aussi Donc, simple que ça. donc ce que tu nous as présenté Oui, là, c'est l'équivalent dans Terraform de ce qu'on appelle les provisionneurs, qui c'est sont la ça. deuxième. Donc un fichier Terraform a des builders, c'est-à-dire les plateformes pour qui on va construire des images, et puis une Mhm. deuxième section qui s'appelle les provisionneurs, qui sont l'ensemble des opérations faites de manière séquentielle pour personnaliser en fait l'image. Donc là, c'est juste une autre réécriture de tout ça, mais le C'est ça. principe est exactement le même. Ah, c'est exactement le même principe, hein, comme je te l'ai dit, Stan. Hein, de toute façon, ce qui tourne derrière, c'est du Packer, hein, Mhm. même pour ce service-là. Donc, c'est exactement le même principe, Ouais. sauf que pour le service dans Azure, là, dont on parle, tu peux le faire en PowerShell ou en Azure CLI pour la partie customisation. Voilà. Mais moi, je vous conseille de le faire en template ARM. C'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple. OK, et il restera la partie distribute au niveau du template, c'est dans quelle share image galerie je vais stocker cette image. Et donc là, bah, vous allez venir stipuler ici tout ce qui va bien, donc la définition de l'image, etc., etc. OK, donc là, ben, voilà, une fois qu'on a terminé ça, alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que très vite, vont arriver les ressources, mais ça ne veut pas dire que votre image, là, comme je la vois ici, par exemple, l'image Windows 10, 10 oui, le WD image, là, template 01, il apparaît ici, mais ça ne veut pas dire qu'il est disponible tout de suite. Donc, ce qui va se passer en tâche de fond, c'est qu'il va y avoir une création d'un deuxième ressource groupe sur lequel sera déployé les ressources donc gérées pour le service Packer, d'accord? Et ensuite le build de l'image, etc. Donc, ça peut donc aller voir encore une fois les logs pour savoir quand est-ce que c'est terminé et de manière à pouvoir utiliser ce template. Ok, donc une fois que c'est buildé, mis dans la galerie, et ben ensuite, ici vous retrouvez ici, je suis revenu sur la création d'un host pool, et puis ici vous allez venir see all image, et ensuite vous allez my item, share image, et là vous avez ben, vos images qui ont été générées avec ce service. Ok, il fonctionne. Notez cette URL. Vous avez ici un workflow qui fonctionne de ben, tout ce que je viens de vous montrer. Ben, vous allez pouvoir le lancer de manière automatique, mais avec vos paramétrages bien évidemment. Donc cette URL est publique, donc vous pouvez aller voir l'exemple de ce que je viens de vous montrer d'une chaîne de déploiement pour pouvoir builder une image. Ok, ensuite, alors on change de sujet ici. On part sur donc un service en ligne qui s'appelle Virtual Machine Selector Tool. Donc c'est de la preview. Je vous ai mis l'URL ici. Grosso modo, c'est un assistant qui va vous permettre de choisir la bonne taille de VM en fonction de plusieurs critères. Soit vous êtes sur des workloads, soit vous voulez regarder, faire un tri sur sélectionner plutôt du système d'exploitation du logiciel ou plutôt faire un tri sur les régions de déploiement. OK? Donc rien de compliqué là-dedans. Vous allez aller ici sur cette URL, azure.microsoft.com /pricing VM Selector, et ensuite vous allez tomber sur ce magnifique portail qui va vous permettre de choisir des VM en fonction de vos critères. Donc on va commencer l'assistant. Donc l'assistant, Précisons peut-être oui, que si on oui. a sorti cet outil, hein, c'est parce qu'en fait la gamme de gabarits de VM commence à devenir assez étoffée, hein, et que des fois, effectivement, quand on n'est pas un spécialiste et qu'on suit en permanence l'évolution des gabarits de VM, etc., on peut se retrouver des fois à faire pas forcément On voit les là-haut, meilleurs tu choix. vois, on voit 312 machines virtuelles Ouais, donc c'est-à-dire qu'il y a éligibles. 312 gabarits qui elles-mêmes sont découpés en différentes familles. Alors effectivement, quand on les connaît, on sait que les familles A, c'est les familles pas chères, les B, c'est les burstables, les D, c'est les généralistes, les E, c'est les mémoires intensives, les F, c'est les computes intensives, les N, c'est ceux qui ont des GPU, les H, c'est pour le HPC, les L, c'est pour le stockage, les DC, c'est pour le data confidential. Enfin ouais, globalement c'est un peu c'est la foire, mais c'est normal, hein, la gamme, enfin et la plateforme Azure, elle a déjà une dizaine d'années. Et puis faut savoir c'est que chaque gabarit, chaque famille, enfin chaque type de famille, les D, les E, etc., elles-mêmes se ressous-déclinent en versions, parce que les hyperviseurs évoluent également et le matériel évolue en dessous, donc on a les V1, V2, V3, V4. On a même jusqu'au V5 aujourd'hui actuellement sur les séries D. On a même Euh, les promotions aussi.
On a les promos. Oui, ça c'est encore autre chose. C'est un vecteur d'achat. Mais effectivement, du coup, ça peut être un peu compliqué de trouver des fois la bonne taille. Et l'idée en fait de l'outillage, c'est juste de simplifier en disant effectivement, en répondant à quelques questions, et bien en fait, on va faire un système de filtre tout simplement pour vous donner à la fin les meilleures options, au moins en termes de famille. Et après, ben, dans la famille et le gabarit, on va choisir la hauteur de gabarit, c'est-à-dire la puissance au sein d'une même famille. Voilà. C'est ça. Moi, je me trompe jamais, je prends toujours la même. Ouais. La, la D2, la D3V2, c'est ça? C'est ça, la D2V2 La ou D2. la 2V2. Ok. Donc ici, je vais aller sur la première partie de l'assistant. Donc là, je vais venir sélectionner effectivement ce que je cherche. Donc, encore une fois, excusez-moi, je suis reparti sur de la VD. Euh, on est plutôt sur des machines à charge de travail à usage général et puis peut-être des choses un petit peu plus gourmandes en mémoire. Donc j'ai pris ces deux critères-là. Ok. Ensuite, ici, on va me proposer donc de renseigner quelques informations de type Mhm. le nombre minimum et le nombre max de processeurs de vCPU, et puis toute la partie mémoire aussi à rentrer en fonction de vos besoins. Bon, ça arrive comme ça sur un cheveu sur la soupe, mais C'est ce que c'est tu as ce que vous choisi, proposez. c'est ça? C'est ce que tu as Ouais, choisi ouais, pour AVD? voilà, c'est ça. C'est en général, on vous explique tout ça dans la doc AVD en fonction on vous a proposé. Donc, si vous êtes plutôt sur du léger, du moyen, de l'intensif, etc., on vous propose des tailles de VM et nombre maximum d'utilisateurs par vCPU, donc qui peut être aussi intéressant. Et on vous propose aussi des instances d'Azure qui collent à peu près au sujet. C'est vrai que ça vient comme un cheveu sur la soupe, mais du coup, tu pourrais te dire, bon, je sais que j'ai besoin de 8 processeurs, de 16 Go de RAM, et c'est ce que je vais Ouais, mettre dans l'outil pour voir ce qu'il va me proposer derrière. c'est ce que j'ai fait. On Tu a te bien souviendras de ça, préparé. parce que je sais, Stan, je sais que c'est ta grande passion. Tu te souviendras de ce slide. Donc là, en minant max, je suis sur du 8-16, Ouais. d'accord, et du 16-32 sur la partie mémoire. OK? Pour voir si l'outil est cohérent par rapport à Mhm. ce qu'on raconte. Ici, je suis parti sur de la VD, sur des pools partagés. Donc là, effectivement, on n'a pas le choix. Il faut prendre du premium SSD pour avoir quand même des perfs au niveau des 10. D'accord? Mhm. Mais encore une fois, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Ensuite, ici, si vous voulez du stockage supplémentaire, d'accord, donc des disques data collés au VM. Donc là aussi, pareil, vous avez le choix de pouvoir stipuler ce que vous souhaitez. Et puis ensuite, je suis parti sur du Linux parce que normalement, en général, quand on utilise Azure Virtual Desktop, on a déjà les licences magnifiques de Microsoft 365. Donc, on a déjà les licences. Donc, je suis parti sur Linux Ubuntu pour pas avoir les charges du système d'exploitation parce que je suis déjà couvert par une licence. OK? Mais après, vous pouvez chercher par Windows, etc., les types de licences, tout ce que l'on connaît déjà, ce que vous connaissez en termes de licensing dans Azure. J'ai mis une région en France centrale. Et puis, voilà ce que me sort cet assistant. Donc, on est passé de Donc, 312 types de machines virtuelles disponibles dans Azure à 4 par rapport à tous tes critères. Donc, on t'a simplifié le absolument. travail. Ouais, ouais, ouais. Et on est uniquement sur du processeur Intel. Bon, Bah, pourquoi? ici dans ton exemple ou, Oui, non, non, dans mon exemple, dans mon exemple, dans Ah mon oui, d'accord. exemple. Ok, d'accord. Ouais, ouais, dans mon exemple. Parce qu'on a OK? des machines également avec de l'AMD, hein, bien Justement, entendu. justement, c'est pour ça que je précisais. Euh, OK. Ah bah, du coup, vu que les licences, c'est ta passion, on pourrait parler un petit peu de la fin de support de Windows Server et de SUDSQL, mais je vais le faire parce que je sais que tu as déjà beaucoup parlé d'AVD et que j'ai peur que tu me vendes de l'AVD Voilà, faut que j'arrête, là-dedans. faut que j'arrête. Donc, C'est vrai, c'est vrai, c'est donc vrai. n'hésitez pas, hein, Vas-y. pour toute question sur AVD, contactez Pierre Chenet à Microsoft.com. Et c'est sa grande passion, le virtual desktop dans Azure. Donc, retenir, c'est que sur la partie Windows Server et SQL, on arrive sur des fins de support, effectivement, de versions qui sont déjà un peu vieilles. Donc, fin de support des versions 2018 et 2012. Que SQL Server 2012 a un support étendu qui, lui, va se terminer prochainement. Alors, prochainement, c'est à peu près dans un an, hein, un peu moins d'un an, juillet 2022. Et que quant à Windows Server 2012 et 2012 R2, leur fin du support étendu va se terminer le 13 octobre 2023. Est-ce que tu peux cliquer sur la slide, Pierre?
Merci. Donc si vous avez des workloads qui sont, dans, Windows Server et SQL, sachez c'est que vous pouvez profiter de l'Azure Hybrid Benefit, c'est-à-dire que vous pouvez prendre vos workloads effectivement et les amener, dans Azure en sélectionnant des gabarits de type Linux pour pas repayer vos licences et le fait d'amener ces workloads dans Azure, vont vous permettre, d'avoir 3 ans, d'extension, de mise à jour de sécurité gratuit pour ces VM qui seront effectivement dans Azure, donc des Windows Server 2012, 2012 R2 ou SQL 2012. Donc voilà, retenez que on est quasiment face au mur en termes de fin de support des Windows Server 2012, 2012 R2 et SQL, que le fait de migrer ces applications qui sont probablement dans vos data centers aujourd'hui, parce qu'elles sont un peu vieilles, le fait de les migrer dans Azure va vous donner, entre guillemets, un second souffle de 3 ans en termes de mise à jour de sécurité, ce qui vous permettra du coup, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, de préparer la migration vers des OS un peu plus récents. Alors on va continuer dans des fonctionnalités intéressantes liées au compute, qui peuvent servir d'ailleurs également pour éventuellement pour le VDI, Pierre, AVD, car je sais que c'est ta grande passion. C'est la notion Mais de après le backup quand même. après le D'abord, il y a backup, le ouais. backup et après, il y a VD en fait. Précisons qu'effectivement, si vous avez toute question sur le backup, n'hésitez pas à contacter Pierre Chenette, Microsoft.com. Donc sur la partie réservation de capacité à la demande, on a donc c'est une nouvelle option qui est disponible. Vous savez qu'effectivement on peut acheter des réservations, enfin payer des instances de manière réservée, c'est-à-dire qu'on s'engage sur une durée à faire tourner des instances pendant 1 an ou 3 ans et elle est payée un tarif négocié parce qu'on s'engage sur la durée. Néanmoins, ça n'engage pas sur le fait que le data center ait la capacité de fournir entre guillemets le moment donné la bonne capacité. Donc, la réservation de capacité à la demande, c'est une nouvelle option qui permet de dire, je veux être certain qu'à un moment donné, il y aura la capacité dans le data center qui aura été réservée pour moi et qui me permettra, quand j'en aurai besoin, de démarrer des instances de machines virtuelles dans une région d'Azure donnée pour une durée définie. Donc en gros, ça va se matérialiser dans Azure sous la forme d'un objet spécifique qui va préciser effectivement que cette réservation de capacité sera sur une région Azure donnée pour une taille, donc un gabarit précis de VM et pour une quantité de VM. Et donc ensuite, eh ben, on va associer simplement les VM à cette réservation, tout simplement. À noter, c'est que c'est quelque chose qui va se payer en plus et qui est complètement indépendant de la manière dont on paye la VM, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là, cette fonction, soit avec du paiement de l'Azure en mode pay-as-you-go ou de l'Azure en mode reservation instant. Donc on n'a pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement avec cette fonctionnalité sur la durée, donc ça c'est bien fait pour faire la différence entre le vecteur d'achat qui s'appelle le réserve instance. Et du coup, on a un SLA garanti, c'est-à-dire que de manière contractuelle, à partir du moment où vous allez faire une réservation de capacité, on s'engage, Microsoft contractuellement, à ce qu'au moment donné, quand vous aurez besoin de la capacité dans une région donnée pour une taille de VM donnée, à vous la fournir. Bénéfice, je viens de l'expliquer, en fait, c'est la garantie d'avoir une capacité donnée à un instant T. Et donc, du coup, cette garantie, elle peut être importante dans certains cas, comme par exemple être capable de monter en charge des applications qui sont critiques. Je ne sais pas, vous êtes un site de e-commerce et vous savez que vous allez déclencher à la fin du mois des grosses promotions qui vont faire, ou vous allez avoir une grosse activité dans les médias qui vont faire qu'il va y avoir un besoin de ressources dans une région donnée, et vous savez quand ça va se passer de manière planifiée. Et donc vous êtes certain que quand vous allez demander l'accès à des nouvelles capacités en termes de VM, eh bien, elles soient disponibles. Donc d'où l'idée de la réserver à l'avance. On va pouvoir également utiliser ça dans des mécaniques de DRP, des Disaster Recovery Plan, où vous avez fait vous avez préparé un PRA, mais vous voulez être sûr que le jour J, en fait, si une région, par exemple d'Azure, qui a un problème, que vous puissiez redémarrer dans une région à côté et être certain d'avoir de la capacité disponible à ce moment-là. N'oubliez pas le principe des verres à moitié plein, moitié vide. Si j'ai 2 verres qui sont remplis aux 3/4 et que j'ai un des verres qui tombe, je ne pourrais pas transvaser la totalité de l'un dans l'autre. Donc là, c'est important également de se dire, s'il y a des workloads qui sont des instances de VM qui sont très importantes et je veux être sûr de les redémarrer dans mon DRP, même si tout le monde à ce moment-là fait les mêmes opérations et se met à demander également des capacités, le fait d'avoir réservé contractuellement va vous couvrir. Ça va servir également pour la partie Business Continuity Plan, si vous avez des clusters qui vont tourner par exemple sur une région et une autre, et puis être certain que quand vous allez basculer, vous aurez également de la capacité qui vous est bloquée. Voilà.
Alors actuellement, on est en preview cette fonctionnalité-là. Les limitations de la preview, alors comme la preview est entre guillemets gratuite, du coup il n'y a pas de SLA, on ne va pas rembourser quelque chose qui est gratuit sur la partie preview. Quand ce sera en GA, la fonctionnalité sera payante et donc du coup on aura un engagement contractuel qui ne vous rembourse pas si on ne respecte pas les termes du contrat. Dans la preview, c'est limité à certaines familles de VM, donc les gabarits, les familles de type Burstable, les General Purpose, hein, donc les séries A, les séries D, dans les versions V2 et ultérieures. Tout ce qui est série E, alors V3 et ultérieure, et les séries F. Vous voyez qu'on n'a pas encore tout dedans, il n'y a pas les séries L ici, il n'y a pas les séries F. Oui, je ne vois pas les séries. Si, les séries F ils sont. Donc il n'y a pas les séries L, il n'y a pas les séries H, il n'y a pas les séries N avec les Nvidia. Ça arrivera probablement par la suite. Juste pour résumer qu'on parle bien de deux choses différentes. La notion d'instance réservée, c'est vraiment une façon d'acheter à l'avance à un prix réduit avec un engagement sur la durée de la machine virtuelle. D'accord. Ici, on n'a pas de capacité qui est garantie. Donc, on va essayer de prioriser, mais il n'y a pas de garantie qu'à un moment, quand vous aurez besoin d'avoir une VM à démarrer, que la région Azure et à ce moment-là les ressources qui vont bien. On est vraiment sur un discount lié au prix, alors que la réservation de capacité peut se combiner d'ailleurs avec de la réserve instance, mais va vraiment servir à dire je vais être certain qu'à un instant T, et contractuellement je veux que ce soit écrit, que j'aurai la capacité de démarrer certaines tailles de machines virtuelles. Et là, vous n'avez pas d'engagement sur la durée, mais par contre vous pouvez dire quand c'est que vous voulez et sur quelle région vous voulez faire ça. Alors on va le voir en image comment ça se fait. Donc on va passer par le portail d'Azure. On active la preview et donc on a un nouveau type d'objet qui s'appelle les Capacity Reservation Group. Donc pour l'instant, j'en ai pas ici, je vais en créer un nouveau. Donc on va donner un nom, donc on va sélectionner bien entendu comme d'habitude un abonnement Azure, un ressource groupe, on va donner un nom à sa réservation de capacité, on va cibler la région qui est associée, donc la région sur laquelle on souhaite être certain d'avoir de la capacité et la capacité donc de démarrer des nouvelles instances. On peut préciser des zones, des availability zones particulières. Donc ça peut être intéressant si on a une application qui est déployée sur différentes zones. Et puis, on veut être certain que dans certaines zones, il y aura toujours des choses disponibles parce que peut-être on a un autre service qui est à côté qui en a besoin. Donc, on peut cibler des zones de disponibilité, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc, soit on peut dire non, et dans ce cas-là, ce sera une réserve de capacité à l'échelle de la région. Soit on peut cibler une réservation de capacité dans une zone de disponibilité précise. Et je rappelle qu'une région Azure est découpée en 9 availability zones, et chaque availability zone contient un ou plusieurs centres de données, data center. Une fois qu'on va faire ça, qu'on aura défini donc les paramètres basiques, dans la partie réservation, on va donner des noms à des réservations, on va donner des tailles d'instances, enfin des nombres d'instances, pardon, tant pour moi, et on va préciser le gabarit associé derrière. Donc là, par exemple, ici, je vais réserver une capacité pour une instance de type de taille DS D2S V3, les machines préférées de Pierre. Et puis la même chose ici avec une D4S V3. Mais là encore, on pourrait changer le chiffre qui est ici. Et là, vous avez le coût qui est associé à réserver la capacité, d'être certain d'avoir de la capacité. Une fois qu'on a fait ça, on valide. Ça vous crée un nouvel objet. Ce nouvel objet, donc l'interface est visible ici et vous avez le détail des réservations. Donc on vous précise si c'est ou pas sur des zones de disponibilité. Et puis ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour donc une ligne de réservation donnée, de capacité, on va voir si ça a été alloué ou pas. Donc là, pour l'instant, on a effectivement 0 VM qui utilise cette réservation de capacité. Et donc on en a 0 également qui sont associés. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui se passe dessus. Quand vous allez créer une nouvelle machine virtuelle, désormais, du coup, vous allez avoir une nouvelle option qui s'appelle effectivement la Capacity Reservation. Et donc, dans la Capacity Reservation, vous allez dire, quand je créerai cette machine virtuelle, eh bien, appuie-toi sur ce groupe de capacité, comme ça, je serai certain, effectivement, de pouvoir piocher dans un pool où je sais que j'ai de la réserve de puissance et que, normalement, elle est couverte contractuellement. Voilà. Une fois que la VM tourne, on verra une trace ici qu'effectivement on est associé à un Capacity Reservation Group. Donc, c'est-à-dire même si la VM est arrêtée, le jour où on en a besoin de la démarrer, on sera certain d'avoir effectivement normalement de la ressource pour peu qu'on soit dans l'enveloppe des capacités qu'on a réservées. Du coup, si on retourne ici sur le Capacity Reservation Group et qu'on regarde les réservations, donc là j'ai associé une VM à un groupe, et là donc on voit effectivement que j'ai utilisé un slot de réserve allouée, 1 sur 1, et que j'associais une instance, tout simplement.
Alors on peut avoir des cas où on va être en surprovisioning. Le surprovisioning, ben, la limite du service s'arrête effectivement à vous donner la capacité par rapport à ce que vous avez réservé. Le reste après, bah, c'est peut-être du bonus, mais c'est pas garanti contractuellement. Donc, voilà pour les réservations. Autre chose, sur les réservations au sens large, c'est jusqu'ici quand on achète une réservation de type réserve instance ou réserve storage et cetera, on doit définir, pour ces vecteurs d'achat contractuels, le scope, c'est-à-dire l'étendue sur lequel on va s'appliquer cette réservation. Donc, ça peut s'appliquer à l'échelle d'un ressource groupe, à l'échelle d'un abonnement complet ou à l'échelle d'un shared scope, et dans ce cas-là, c'est un ensemble d'abonnements. Désormais, on a une quatrième option qui est disponible, qui s'appelle le Manage Group, qui va vous permettre, alors ça c'est l'ordre dans lequel vont s'appliquer, vont se prioriser l'usage des réservations. Et donc le Manage Group va vous permettre de cibler particulièrement, bah, des réservations pour un Manage Group particulier. Et je rappelle qu'un Manage Group, permet de gérer un ensemble d'abonnements, d'appliquer dessus, du airbag, d'appliquer dessus des policies et donc d'appliquer désormais également dessus des réservations et de se dire, bah, peut-être que je vais avoir un manage group qui va s'appeler production, qui va contenir l'ensemble de mes abonnements liés à la production et du coup, bah, je vais peut-être pouvoir acheter des réservations qui s'appliqueront vraiment pour, la production qui tourne en général 24/24 et donc du coup la réservation a une pertinence et puis à l'inverse, bah, je ne vais pas appliquer des réservations sur des manage group qui eux sont par exemple pour de la pré-prod ou des choses comme ça. Donc voilà, en gros, ça va s'appliquer, donc les réservations que vous allez faire vont s'appliquer de manière automatique sur toutes les VM ou les ressources associées réservées, qui seront, sous ce manage group. Voilà, donc c'est une option, un peu plus, granulaire que simplement le shared scope qui était disponible. Pour pouvoir utiliser, cette option qui est actuellement en preview, il vous faudra des rôles de reader, sur le management group, ça paraît un petit peu logique et de reservation owner ou de reservation purchaser pour les, abonnements. Et du coup, dans l'interface, quand vous allez aller sur une réservation, et bien sur la réservation, effectivement, quand vous allez choisir d'appliquer cette réservation, et bien vous allez choisir ici le scope. Et donc, dans les options ici scope, vous avez donc cette quatrième option preview qui apparaît ici. Et une fois que vous aurez pris management group, dans ce cas-là, il vous fera apparaître l'ensemble des management groups sur lesquels vous avez effectivement des droits de reader, tout simplement. Et voilà Pierre, on termine cette vidéo sur les nouveautés en termes de compute et de VDI qui ont pu avoir lieu donc de août à octobre 2021. Et puis on se retrouvera dans d'autres vidéos sur d'autres sujets tels que le stockage, l'automatisation, etc. Merci, au revoir Merci, Pierre. merci à toutes et à tous. Merci, au revoir.